Bonjour, vous le savez, la chaîne a pour but de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Parlons donc d'un truc qui n'a rien à voir, parlons de fourmis. Get in. Alors oui, vous le savez, en science-fiction, en général, on parle beaucoup de microbes, mais souvent ce sont des microbes dangereux, létaux et mal intentionnés qui ne vous veulent que du mal. Aujourd'hui, on va aller à fond dans les clichés, en parlant justement d'un des microbes les plus populaires ces dernières années, on va parler de zombies. Oui, de zombies. Et plus précisément, aujourd'hui on va parler de deux domaines qui m'intéressent énormément. La microbiologie, d'ailleurs pour ça que j'ai fait une chaîne là-dessus, en plus d'être chercheur, et Halo. Et oui, j'adore Halo. Je n'allais pas passer l'occasion, justement, de parler d'Halo quand on a ça. Et ça, c'est inspiré de ça. Les Ophiocordyceps. Alors oui, vous avez probablement entendu parler de ce champignon qui a eu un énorme impact sur la culture pop, que ce soit dans Pokémon, dans The Last of Us ou dans le sujet du jour de Halo. Mais vous ne trouverez pas le salut sur cet anneau. Enfin, sujet du jour. Alors pour moi, Pokémon c'est un peu passé, j'ai jamais joué à The Last of Us et j'adore Halo, donc on va prendre Halo comme exemple aujourd'hui. Alors le parasite dans Halo, on va y aller très brièvement. On va y aller en gros. On va expliquer ça très vite et très mal, donc ce qu'on va faire, c'est je vais vous recommander d'aller voir la chaîne halo.fr afin d'avoir un peu plus d'informations sur le parasite. En attendant, on va faire le résumé en gros. Alors en gros, le parasite, c'est quoi? C'est un truc dégueu. Bon, pour aller un peu plus loin, c'est un truc vraiment dégueu, mais pas que dégueu. Le parasite, c'est ce qui reste d'une entité très ancienne et très puissante dans l'univers de Halo, pas dans le nôtre, hein. Et cet organisme se propage par le biais de spores. Alors vous avez les spores des fungi sur Terre, et vous avez les spores des fungi dans Halo. On n'est pas sur le même calibre. Cette charmante petite créature était stockée en sécurité sur un Halo. Ce truc-là. Manque de bol, une équipe de marines s'est écrasée sur un monde artificiel et a fait un truc de marine. Elle a ouvert la salle dans laquelle le parasite était stocké en confinement. Et comme tout bon film d'horreur, patatras, et puis on passe de ça à ça. Le livre Parasite retrace également les événements sur la libération du parasite et est disponible chez 404 éditions en français, où vous avez les jeux Halo aussi. Vous pouvez jouer aux jeux Halo, ils sont moins chers que les skins Halo. Bon, ensuite il se passe plein de trucs, punchline, Pour une brique? Ah, ils volent pas trop mal. explosion, explosion, punchline, Je sais parler aux dames, moi. et au final on se trouve avec un parasite en confinement et ultra vénère sur une structure artificielle au fin fond de l'espace, au cas où on manque d'inspiration pour les prochains jeux. Et si vous êtes observateur, vous noterez qu'entre la spore et les organismes contaminés, vous avez trouvé un petit air de ressemblance entre notre organisme star du jour, l'Ophiocordyceps. Ophiocordyceps unilateralis est un pathogène de fourmis, mais pas que. Les Ophiocordyceps, ce sont des champignons adorables qui sont connus pour être des parasites d'insectes en tout genre. Le plus commun est bien entendu Ophiocordyceps unilateralis, celui qui transforme vos mignonnes petites fourmis en moins mignonnes petites fourmis zombies. Enfin, dans les forêts tropicales. Non, pas en France. Les Ophiocordyceps sont un groupe très ancien de fungi, de champignons, qui a été découvert en 1931, et on estime leur apparition à il y a 100 millions d'années. Et cette petite bébête a colonisé une grande diversité d'insectes avec près de 200 espèces pathogènes d'insectes. Croyez-moi, c'est pas le plus grand pathogène que l'on verra sur cette chaîne. Il arrive juste après, donc abonnez-vous pour pas le louper. Les traces les plus anciennes que l'on a de cet Ophiocordyceps, chez les fourmis, il date de 48 millions d'années, dans les magnifiques contrées verdoyantes des forêts tropicales d'Allemagne. Oui, d'Allemagne. Oui, pour le coup, le coin a changé en 48 millions d'années, réchauffement climatique. Ce champignon tout mignon altère le comportement de son hôte de manière assez impressionnante, en prenant le contrôle de son hôte, l'éloignant de sa colonie, les faisant mordre le dessus d'une feuille et rester planté là. La fourmi va ensuite se transformer et lentement devenir ça, ce vieux truc chelou qui ne ressemble à rien, d'où va émerger cette petite corne toute choupie, toute mignonne. Et cette petite corne toute choupie, toute mignonne, on va en reparler un tout petit peu plus tard. Mais comment ce champignon contrôle-t-il son hôte? Eh bien en fait c'est assez simple. Aujourd'hui on va faire simple.
Le champignon va utiliser de l'acide guanobutyrique et de la sphingosine, qui sont deux molécules qui sont impliquées dans les cas de cancer et de maladies neurodégénératives chez l'être humain. Et ça, c'est intéressant pour de potentielles applications. En plus de ça, le petit champi est capable d'augmenter la production de certaines protéines qui peuvent moduler le comportement de son hôte. C'est un peu comme si la fourmi était possédée. Ce qui est complètement le cas. Mais c'est un champignon, ce n'est pas un démon. Oui, on peut dire qu'elle a chopé un mauvais champignon. Alors ça paraît pas comme ça, mais modifier le comportement d'un insecte, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Parce que c'est une interaction très spécialisée qui nécessite des milliers, voire même des millions d'années. Alors on voit ça dans d'autres domaines du vivant, comme les criquets suicidaires, des araignées parasitées avec une guêpe, ou des souris parasitées au toxoplasme qui vont se faire grignoter par des chats. Et vous vous doutez bien que ce comportement, il a pour but de propager le parasite. Et le cas d'Ophiocordyceps est un bel exemple de ça, car le champignon va manipuler son hôte pour que celui-ci se déplace à un endroit où les conditions d'humidité et de température sont optimales pour le fungi. Puis les spores vont se loger et rester le temps que le champignon fructifie. Et ça va donner cette structure caractéristique que vous voyez ici derrière la tête de la fourmi. Moi je mets des vidéos d'illustration, vous vous en doutez bien que c'est pas les miennes. Donc je vous les mets en commentaire, ou en description de la vidéo. On verra selon. Parce que vous vous doutez bien que je n'ai pas un élevage de fourmis à parasiter avec un champignon zombie. Donc j'utilise des illustrations. Une fois que le fungi s'est attaché à la chitine de son hôte, celui-ci doit s'infiltrer dans son infortunée victime, éviter ses défenses immunitaires, puis la contrôler sans la tuer. Mais c'est pas fini. Parce qu'une fois la fourmi morte, le champignon doit défendre le cadavre contre les autres opportunistes tels que les autres champignons et les autres bactéries pathogènes, dites détritivores, ou saprophytes, ou mange-merde, et ce afin de pouvoir s'y développer. Et oui, la concurrence est rude, avec pour chaque combinaison fourmi-fungi des caractéristiques génétiques, physiologiques, morphologiques et géographiques qui leur sont propres. Et pour chacun de ces facteurs, il y a tout un tas de questions et de mécanismes chimiques inconnus qu'il reste à explorer. Pour Ophiocordyceps unilateralis, une fois qu'il va coloniser l'hémolymphe, il va se développer sous forme de levures libres. Oui, des levures, un peu comme celle de votre boulanger, sauf que celle-là, vous ne faites pas de pain avec. Et c'est sous cette forme qu'il va se propager, sécréter les toxines et prendre le contrôle de son hôte. Et ça se fait en quelques jours, comptez une semaine, en gros. On ne connaît pas très bien les mécanismes de contrôle encore, ni la chronologie de production de telle ou telle molécule. Ouais, la recherche, ça prend du temps et c'est pas quelque chose de simple. Alors oui, vous avez probablement entendu parler de ce champignon, surtout pour le résultat absolument dégueu que produit ce champignon. Une fois infectée, la fourmi n'a que 3 à 6 jours pour vivre, après quoi elle va se retrouver à pendouiller quelque part et commencer à se transformer en casse-croûte pour son hôte, et aussi faire pousser des structures qui donnent ce résultat très caractéristique, impressionnant et un peu dégueu. Et c'est cette structure qui va émettre les spores et permettre aux champignons de se répandre. Il y a des cas recensés d'infection par des Ophiocordyceps en Amérique du Sud ou en Afrique, mais de fourmis, pas d'êtres humains. Bon, je parle beaucoup d'Ophiocordyceps unilateralis parce que c'est un peu le cas d'école le plus populaire et celui qui a été le plus vulgarisé. Mais bon, n'oubliez pas qu'il y a d'autres types d'Ophiocordyceps. Ophiocordyceps est présent dans tout le corps, mais ne pénètre pas dans le cerveau. Il infiltre les tissus musculaires des fourmis, donc pas du tout dans le cerveau. Et des connexions fongiques vont se créer dans les tissus musculaires établissant des réseaux étendus. Vous voyez ça un peu comme les corps de dames marionnettistes. La croissance d'IF va ancrer la fourmi à son substrat, en l'occurrence la feuille, l'écorce ou tout autre type de support, pendant que le mycélium va coloniser et consommer le corps de l'hôte. Et au bout de quelques semaines, on va avoir production du stromata, qui est l'organe de production des spores, et le cycle sera complet. On a donc une semaine entre la contamination et la mort, et plusieurs semaines entre la mort et ça. Plus on se penche sur Ophiocordyceps et plus on se rend compte qu'on a eu tendance à utiliser unilateralis pour identifier des espèces d'Ophiocordyceps qui s'attaquaient aux fourmis. Sauf que devinez quoi, c'est pas aussi simple. Et on s'est rendu compte qu'unilateralis est une catégorie un peu large d'Ophiocordyceps. En gros, c'est un peu plus divers que ce que l'on espérait. Mais je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a plusieurs espèces de ce charmant champignon? Et est-ce qu'ils infectent tous les mêmes fourmis? Eh bien oui, et non. Et en plus d'être très sélectifs au niveau de leurs hôtes, ils sont aussi très sélectifs au niveau du lieu de mort de leur hôte. Par exemple, Ophiocordyceps cnifophioides, oui je l'ai lu, oui, je vais pas l'apprendre par cœur, s'attaque aux fourmis céphalotes, qui mordent l'écorce des arbres pour y mourir. Tandis qu'Ophiocordyceps australis, celui-là il est vachement plus simple, préfère les fourmis podérines, et elle se fixe sur des branches. Et bien entendu, on a le chouchou de la classe, Ophiocordyceps unilateralis, qui lui s'attaque au Camponotus. Même les noms de fourmis sont compliqués.
Camponotus qui eux se fixent sous la feuille. Je sais, je le répète, mais c'est important. Vous vous en doutez, je l'ai aussi un peu évoqué avant, mais si on fait de la recherche, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un intérêt, et cet intérêt, il serait en pharmacologie. Alors je sais ce que vous allez me dire, est-ce que ça n'arrive pas qu'aux fourmis? Eh bien non, ça n'arrive pas qu'aux fourmis. Rendez-vous compte, on estime que 65% des différents ordres d'insectes, ça veut dire 19 ordres parmi les 30 recensés, sont connus pour être infectés par des fungi. Alors vous inquiétez pas, vous n'êtes pas une fourmi, vous ne risquez donc rien. Et aussi, vous inquiétez pas, les bactéries, elles ont fait vachement plus balèze que ça. Mais on va en parler plus tard. Il n'y a pas que les fourmis dans la vie, il y a aussi les papillons. Ou plutôt les chenilles. Et oui, c'est pas parce qu'on n'est pas une fourmi qu'on est à l'abri. Et les chenilles de Chine, elles sont l'hôte des Ophiocordyceps sinensis. Si nous avons affaire à des Chinois de Chine, ça ne marche plus. Non, des chenilles. Enfin bon, bref. Ophiocordyceps sinensis se retrouve au niveau du plateau tibétain. Et son premier recensement s'est fait en 1965 sur des larves de Titarodes armoricanus, qui ne se trouvent pas du tout, mais alors pas du tout en Armorique. Vous vous en doutez, on a trouvé plein d'autres exemples avec des combinaisons d'hôtes et de parasites variés, et c'est devenu compliqué. Selon les sources, on dénombre entre 5 en 1987 et 38 ou 39 en 1998. Alors oui, j'utilise des vieux chiffres parce que j'ai pas trouvé de plus récent. N'hésitez pas à me dire à quel point je fais un mauvais boulot en commentaire et à me dire combien il y a d'ordres. J'apprendrai peut-être un truc. Le champignon parasite Ophiocordyceps sinensis s'attaque aux larves de l'épidoptère. Une fois les larves complètement envahies, le champignon va passer l'hiver dans son hôte. Puis vers la fin du printemps, des structures vont émerger du cadavre, ces structures étant connues sous le nom d'herbes d'été. C'est un bien joli nom pour quelque chose d'aussi dégueulasse. Mais ne vous inquiétez pas, on peut faire encore plus dégueu. Bah oui, parce que ce genre de truc, ça peut servir à plein de choses. Comme dans la médecine traditionnelle chinoise, où je me suis pas vraiment penché dessus, parce que bon déjà c'est pas mon rayon, et en général, médecine traditionnelle, quel que soit le pays, c'est jamais très fiable. Puis ça varie toujours entre la gnôle de papy et la magie vaudou, donc je préfère éviter de m'embourber dans ce sujet. En effet, ce champignon aurait des propriétés d'immunomodulation, anti-tumorale, anti-oxydant et anti-âge et bien d'autres. Les sources sont dans les crédits, mais bon, je vous recommande de prendre ça avec une grosse pincée de sel. Certaines espèces de fourmis ne font pas que subir l'attaque des champignons, certaines en adoptent. Oui, on va passer du côté un peu mignon de la force pour quelques minutes. Parce que oui, les fourmis ont des animaux de compagnie, ou plutôt des fungi de compagnie. En effet, ces braves petites bêtes vont récolter des morceaux de plantes qui vont servir de substrat pour une certaine espèce de fungi appartenant au Basidiomycète. Ces champignons vont être logés, nourris, blanchis, en échange de quoi ce champignon va produire la seule source de nutriments valides pour la reine et les larves, et aussi enrichir la diète des fourmis travailleuses. C'est une association très poussée qui est plus ou moins de la symbiose, dans le sens où aucun des deux ne peut vivre sans l'autre. Bon, par contre, ces fourmis font aussi des ravages dans les plantations avec jusqu'à 50% de perte de production. Ces fourmis, qu'on appelle fourmis coupe-feuilles, parce qu'elles coupent des feuilles, et il y a des gens qui me disent que la biologie c'est compliqué. Enfin bref, ces fourmis vont former des colonies de plusieurs millions d'individus avec leur petite population de champignons. Sauf qu'il y a un petit problème à ça, tout petit problème. Enfin, il est plutôt énorme le problème. Parce que qui dit grosse colonie, dit grosse densité d'individus. Et donc, pour un pathogène, c'est très facile de s'infiltrer dans ce genre de colonie. Rappelez-vous en 2020 si vous avez des doutes. Parce que oui, c'est très facile pour un pathogène de s'infiltrer dans une zone très dense avec beaucoup d'hôtes. Mais les fourmis ne sont pas que des insectes très organisés, elles sont aussi très propres. En effet, pour protéger leur colonie des infections, elles vont se défendre de différentes manières, par leur comportement, se toilettant littéralement, et par l'intermédiaire de sécrétions chimiques, telles que des antibiotiques, notamment issus de leur culture de champignons, mais aussi de leur microbiote. Donc oui, les fourmis pratiquent la guerre chimique. Et c'est tout pour aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, les cordyceps ont encore pas mal de surprises en réserve et sont régulièrement utilisés dans la science-fiction, comme exemple de champignons tueurs, comme c'est le cas dans The Last of Us ou dans Halo. Alors si ça vous a intéressé, vous trouverez plein de vidéos en lien avec les cordyceps dans la description de la vidéo. J'espère que cet épisode vous a plu, je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos et pour plus de microbes.